Alors cette table ronde concerne la détermination de l'esprit de résistance ou de l'esprit de la résistance, une détermination qui ne se fera pas in abstracto ou dans le ciel des idées, mais bien dans des expériences concrètes grâce à nos invités. Avant de les présenter, je voudrais vous raconter une toute petite histoire. Elle est tirée du livre des juges dans la Bible. Ce n'est pas pour donner une tonalité chrétienne à cette soirée, ou parce que vous n'aurez pas le temps d'aller à la messe samedi soir ou à celle de demain matin, mais c'est parce que dans les grands textes, comme celui-là, se dépose quand même la sagesse des hommes. Et dans le livre des juges, au chapitre 6, c'est l'histoire de Gédéon. Gédéon, sa tribu est victime d'une tribu de vrais méchants, la tribu de Madian, qui pille les récoltes, qui détruit les maisons et qui ne cesse d'écraser la population. Et Gédéon, un peu comme Job, s'adresse à Yahvé, et il s'adresse à Yahvé avec toute sa colère. Il s'adresse en grande colère à Yahvé, et Yahvé lui répond, comme seule réponse, il lui dit « Va avec la force qui t'anime. Va avec la force qui t'anime. » C'est-à-dire que dans la colère de Gédéon, Dieu lui indique l'esprit de sa future résistance et la voie de sa véritable résistance. Voilà, c'est une petite histoire à laquelle je pensais. Donc, j'accueille M. Hamadi Redissi, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Tunis, à qui je vais donner la parole en premier. Il est également le président d'honneur de l'Observatoire tunisien de la transition démocratique, ce qui est historiquement une sacrée tâche. Et il a publié beaucoup de livres, mais parmi lesquels il y en a un qui est très connu et très remarqué, qui s'appelle « Le pacte de Najd, comment l'islam sectaire est devenu l'islam », qui a été publié au Seuil en 2007 et qui a été récemment republié toujours au Seuil en collection de poche sous le titre « Une histoire du wahhabisme ». Et puis son dernier livre, c'est « L'islam incertain, révolution et islam post-autoritaire » aux éditions Cérès, mais précédemment des ouvrages sur les politiques en islam, le prophète, le roi et le savant, et l'exception islamique. Le souci de M. Hamadi, si j'ai bien compris, de M. Hamadi Redissi, pardon, si j'ai bien compris, c'est l'articulation de l'islam et de la démocratie. Et je crois que vous avez choisi de nous parler du printemps arabe. Je dois d'abord remercier les rencontres philosophiques du Riage. Ok. Anne et Sédou, Isabelle pour l'invitation, Isabelle pour l'organisation et tout le personnel. Je suis très content d'être ici. C'est vraiment un honneur et un plaisir. J'ai été commis pour parler de l'esprit de résistance en Tunisie et dans ce qu'on a appelé improprement les révolutions arabes. Mais il ne faut pas non plus aller très vite en besogne et décider déjà de leur issue définitive. C'est probablement des processus qui sont en cours de transformation de longue durée. Donc le travail d'éclaircissement des concepts a eu lieu ce matin. Et par conséquent, je n'aurai pas à revenir sur l'esprit de résistance et ses formes. Je voudrais d'abord commencer par un préjugé qui a longtemps taraudé dans l'esprit des gens et qui taraude encore, qui ne taraude plus maintenant, qui a été complètement changé, qui est une sorte de préjugé selon lequel les Arabes ne se révoltent que pour la Palestine ou pour Dieu ou pour le pain. Et donc il y a eu, ce matin on a parlé de la servitude volontaire. Il y a même un livre sur justement la servitude volontaire en Tunisie particulièrement. Et puis il y a eu cette surprise de ce qu'on a appelé à tort ou à raison les printemps ou les révolutions ou les insurrections arabes. Et là, quand même, il y a eu une sorte d'enthousiasme de type kantien, c'est-à-dire pour ce qui est universel dans ces révolutions au départ, c'est-à-dire l'idée
que l'idée des droits de l'homme et ce qui est moral dans ces révolutions. C'est un texte de Kant sur le conflit en trois facultés. Et des esprits aussi brillants qu'Alain Badiou, bien entendu, et Agamben ont parlé des possibilités ouvertes par ces printemps arabes ou ces révolutions pour un Occident crépusculaire où la vie politique ou le bios politikon n'a plus aucune signification. Mais bien sûr, cet enthousiasme s'est vite émoussé pour les raisons qu'on ignore, qu'on connaît. Je voudrais... oui, et probablement qu'on ignore, hein. En partie, croyez-moi. Alors, je voudrais, comme le temps nous est compté à tous, aller très vite et essayer de vous donner, comme vous êtes probablement gavés et assez familiers de ce qui se passe dans le monde arabe en général, je voudrais faire 3 types de remarques pour cet exposé. La première remarque sur la généalogie de cet esprit de résistance. Il y a une double généalogie pour cet esprit de résistance. L'une nous ramène au passé, ou à la tradition classique, l'autre est plutôt moderne. Pour ce qui est du classique, il y a un esprit de résistance qui est amarré à la religion elle-même, qu'on présente d'habitude comme une religion quiétiste qui promeut ou qui impose l'obéissance sur la base de l'idée que le Coran enjoint à ceux aux musulmans d'obéir à ceux qui détiennent l'autorité. Mais il y a, à côté de cette tradition loyaliste, que j'appelle loyaliste, il y a une tradition justicialiste. Il y a une tradition justicialiste qui est au croisement à la fois de l'islam sectaire, je ne reviendrai pas là-dessus parce que c'est une digression inutile, mais également de l'islam lui-même orthodoxe, et qui consiste à dire, oui, nous obéir au prince, fut-il libertin, mais à condition qu'il ne soit pas injuste. Qu'est-ce que la justice rendre aux gens, rendre les dépôts à leurs dépositaires, à leurs créanciers, ou bien être juste à l'égard de soi-même, d'autrui. Toujours est-il, il y avait une limite. La limite, c'est nulle obéissance pour celui qui désobéit à Dieu. Et là, vous avez la porte ouverte à un droit de révolte qu'on appelle à l'âge classique le droit de sortie. La deuxième tradition, elle est moderne. Elle vient se greffer sur l'esprit révolutionnaire de la Révolution française. Je n'ai pas le temps encore une fois de l'expliquer, mais vers le XVIIIe siècle, avec l'expédition de Bonaparte en Égypte, naît cette idée que la révolution, qui est à l'âge classique quelque chose comme la fitna, c'est-à-dire une discorde, le terme même provient du fait d'être excité comme un taureau ou comme un chameau qui se lève, qui s'excite, que cette révolution peut faire fond sur la liberté. Et d'ailleurs, la description qu'en fait un certain Jabarti en 1834 de la Révolution française, c'est la discorde de la liberté. Et donc voilà les deux généalogies qui font que les révolutions arabes ont été à la fois animées par cet esprit de liberté, mais en même temps par cet ethos religieux. Évidemment, une troisième composante importante qui est le sens de la justice. Le fait que les gens soient inégaux, le fait que certaines régions étaient sinistrées, que des chômeurs en masse attendent depuis de longues années un premier emploi. Voilà les trois raisons principales qui ont fait que quelque chose a mûri, qu'on a appelé les soubresauts, les insurrections, les révolutions arabes. Mais je ne m'arrêterai pas sur le concept. Je pense qu'il n'y a pas plus de gloire à faire une révolution qu'à mener des réformes. L'Angleterre l'a bien montré. Maintenant, c'était la première remarque, donc le premier point. Le second, pour ce qu'on a appelé l'insularité tunisienne, ou la normalité tunisienne, ou l'exception tunisienne.
Pourquoi la Tunisie a-t-elle réussi là où les autres ont échoué? A-t-elle réussi momentanément en stand-by parce que rien n'est encore acquis? Il y a, je pense, 3 phases importantes. Et là, je fais, si vous voulez, la scénographie de ce qui a eu lieu en Tunisie depuis 2011. Première scène, l'esprit libéral prévaut. C'est-à-dire, du 17 décembre, la date de la mort de Bouazizi, jusqu'à pratiquement aux élections d'octobre 2011. Un esprit de liberté a soufflé sur la Tunisie qui a fait que des sit-ins, des manifestations, des dégages, des peuples, des slogans sur le modèle le peuple veut abattre le régime, la dissolution des institutions de l'ancien régime, y compris celui du parti au pouvoir, la préparation des élections et finalement la victoire des islamistes. Là, vous avez un moment libéral indiscutablement. Mais cet esprit de résistance contre l'autoritarisme, c'est dans un deuxième temps, et ça c'est le deuxième temps de la révolution, si vous voulez, en mettant toujours le terme révolution entre guillemets, pour ne pas froisser l'idée que, pour ne pas ébruiter, mettre en cause l'idée que les révolutions sont rares, historiques, et quelques-unes, même pas toute la révolution française pour certains, mais seulement une scène, je ferme la parenthèse. Donc le deuxième moment a été un moment d'opposition à l'islamisme. Je n'ai pas le temps non plus de dérouler les événements qui ont fait que les gens se sentent, les islamistes ont mal compris le message et ils ont commencé à islamiser la société. Et ils ont institué des ligues de protection de la révolution. Ils ont voulu imposer la charia. Ils ont été élus pour un mois, pour une année pour faire cette constitution. Ils sont restés 3 ans. Et finalement, un sit-in géant qui a duré 1 mois au Bardo, au même moment où l'Égypte fait le putsch, la Tunisie choisit le compromis, c'est-à-dire les islamistes acceptent de démissionner du gouvernement et d'aller vers des élections anticipées et d'abandonner la référence à la charia dans la Constitution et de nommer un gouvernement technocratique ou de technocrates pour aller vite aux élections au mois de janvier 2014. Ils ne les ont pas gagnés, ils sont seconds, ils ont accepté de faire partie d'un deuxième gouvernement ou d'une deuxième phase où ils sont partie prenante au pouvoir. Voilà l'esprit de résistance contre l'islamisme. Il provient des femmes, des jeunes, des classes moyennes, des intellectuels, de la société civile. Là où l'Égypte a choisi le putsch, la Tunisie a choisi le compromis, mais c'est un compromis imposé par la force contre force et non pas par, disons, une nature, entre guillemets, tunisienne qui serait plus modérée qu'une nature algérienne ou syrienne. Troisième moment, là où on est maintenant, il y a des micro-résistances. Nous sommes quand même en démocratie. Je peux vous le certifier. On peut en Tunisie dire, écrire et publier, je peux dire, même plus librement que dans certains pays qui sont démocratiques. Je ne vais pas faire l'éloge, mais évidemment, il y a des micro-résistances contre des forces qui encore veulent bâillonner la presse, qui sont misogynes. Il y a des luttes pour les droits des femmes, pour les homosexuels, pour les minorités. Il y a des micro-luttes au quotidien dont très peu de gens parlent, et surtout pas les médias. Et ça, c'est la situation actuelle. Une lutte contre la corruption au quotidien qui est encore plus endémique et qui est aujourd'hui plus répandue qu'elle ne l'a été pendant la dictature. Voilà la situation. Alors, pourquoi la Tunisie a-t-elle réussi? Très probablement parce que, c'est ça les sciences sociales, c'est parce que au niveau des avantages comparatifs, elle a ce que n'ont pas les autres pays. Donc je passe à la troisième partie, et je pense que j'ai encore combien? 5 minutes? Ok.
qu'est-ce qui a manqué aux autres pays pour qu'ils ne réussissent pas le coup, entre guillemets, qu'a réussi la Tunisie? Parce qu'après tout, l'esprit de résistance est pratiquement le même. Je pense que d'abord, si on revient au niveau de la généalogie, l'éthos religieux l'a emporté ou l'a prévalu sur l'esprit de liberté. La Tunisie a des avantages qui ont fait que la femme, depuis 1956, a les mêmes droits que l'homme, et récemment encore, elle s'apprête à accomplir la dernière des dernières égalités entre hommes et femmes, c'est-à-dire l'égalité en matière d'héritage. Là où, évidemment, dans la plupart des autres pays qui n'ont pas échoué, l'inégalité entre hommes et femmes est criarde. Deuxièmement, la Tunisie est un pays citadin, là où la plupart des autres pays sont encore amarrés à des allégeances traditionnelles de type confessionnel ou tribal ou sectaire entre chiites et sunnites. Et donc, au niveau des classes moyennes, il y a ce manque. Certes, Kant dit qu'on ne peut pas. La seule manière de savoir si un peuple est libre, c'est de lui accorder la liberté. Mais je suis ce qu'on appelle un préconditionnaliste. C'est-à-dire, je considère qu'il y a quand même un certain nombre de conditions prérequises pour la démocratie et qui apparemment ont manqué pour les autres pays. Maintenant, la dernière remarque. Donc voilà pourquoi les révolutions ont échoué. Là, on peut encore. Il y a sûrement d'autres raisons à la fois externes et internes à ces pays eux-mêmes. Donc voilà pourquoi elles ont échoué. Maintenant, il y a une évolution encore plus dangereuse de l'islam radical lui-même. Je veux dire par là, l'islam radical qu'on a présenté comme un islam qui finira par s'assagir et qui finira par être intégré dans le jeu politique. C'est-à-dire qui passera du radicalisme à l'islam politique, c'est-à-dire à l'islam intégré dans le jeu politique et accepte les règles démocratiques. A fini d'abord c'était un mythe, parce qu'il a fini en Turquie en un néo-autoritarisme. Je n'ai pas besoin de le démontrer, ceci est évident. Et maintenant, l'islam radical lui-même. Chaque fois qu'un islam politique cède une case vacante, la case vacante du radicalisme, un autre islam politique, un autre islam radical l'occupe. Il y a une structure absente de l'islam qui fait qu'il y a une case qu'il faut qu'elle soit occupée. Mais ce à quoi nous assistons, je termine par ce point, non pas à un nouvel islam, mais à un islam radical qui aujourd'hui tombe dans l'inhumain, tombe dans la barbarie. Je sais que le concept barbarie est discutable depuis Aristote, en passant par les cannibales de Montaigne jusqu'à Claude Lévi-Strauss. Mais j'appelle islam radical barbare, au-delà de la distinction que font les experts ici. Je ne conteste pas la validité de leur thèse sur un islam qui trouve un islam qui se radicalise, ou bien des voyous qui trouvent dans l'islam une radicalisation, avec des recherches biographiques ou des carrières individuelles et leur itinéraire respectif. Je ne parle pas de cela, je parle de la conscience de soi en tant que musulman face à quelque chose qui est de l'ordre de l'inédit. C'est-à-dire, même du point de vue de l'islam radical, ce qui a eu lieu est inédit. En ce sens que l'islam radical, depuis sa création à ce jour, essaye de respecter deux conditions. Respecter, entre guillemets. C'est-à-dire il était soucieux d'abord de cibler l'ennemi en disant l'ennemi doit être impie, fut-il musulman. Et donc, la deuxième condition, c'est qu'il y a des lois de la guerre qu'il faut respecter. Il y a un thème, même les assaillants du 11 septembre ont un manuel qu'on appelle le manuel de la terreur, que j'ai commenté dans la tragédie de l'islam moderne, et qui s'intitule le manuel de la terreur, où il est demandé à ceux qui vont justement qui vont monter en avion de se préparer psychologiquement de travailler leur propre soi pour qu'ils soient
dans une posture de jihad. C'est-à-dire, par exemple, il leur est recommandé de prendre un verre ou un stylo au pilote parce que cela fait partie des droits de la guerre classique. Ce à quoi nous assistons à un islam radical, qui a modifié, qui ne respecte plus aucune règle et qui, dans ce sens-là, est un islam barbare, c'est-à-dire qui organise la cruauté en dehors de toute règle de la guerre, jus ad bellum, et en dehors de toute règle dans la guerre, jus in bello, y compris les règles islamiques, quoique je ne les défende pas. Je vous remercie. Ai-je besoin de présenter aux rencontres philosophiques d'Uriage Michel Terechenko? Je n'en suis pas sûr. Donc Michel est un collègue, il enseigne à l'université de Reims, il est aussi enseignant à l'IEP d'Aix-Marseille. Et il a écrit un magnifique livre qui a été traduit en plusieurs langues, hein, je crois, un si fragile vernis d'humanité, banalité du mal, banalité du bien, en 2005, à la découverte, et que l'on trouve évidemment encore. Il a écrit plus récemment du bon usage de la torture, comment les démocraties justifient l'injustifiable, beaucoup d'écrits de philosophie politique et de philosophie morale. L'articulation de la morale et de la politique est un souci constant du travail de Michel. Et il prépare pour le mois de janvier un livre sur le rapport de la littérature au bien, sous un magnifique titre. Le titre est « Ce bien qui fait du mal à l'âme », un livre que je vous recommande dès à présent, d'après tout ce qu'il m'en a dit. Je vous recommande de vous préparer à vous le procurer dès qu'il paraîtra. Voilà, je te donne avec grand plaisir la parole pour que tu nous parles d'autres forces en jeu, cette fois-ci dans un personnage historique d'une taille considérable, puisqu'il s'agit de Václav Havel, éthique et politique. Tu as bien travaillé la question, donc je t'écoute avec attention. Merci beaucoup, merci de m'avoir de nouveau invité. Bien sûr, c'est toujours une joie d'être là. C'est vrai que donc, quand le thème a été proposé, alors d'abord effectivement, si vous êtes là demain, vous verrez parce qu'il y a Nicolas Jalot qui va venir vous présenter l'histoire de cet officier du KGB, qui est le seul et unique officier du KGB qui a défendu les dissidents. Et je vous invite vraiment à écouter ce témoignage parce que c'est une histoire tout à fait extraordinaire. Mais moi, je voulais parler évidemment de la dissidence et d'une figure particulière de la dissidence. Alors il y a une littérature évidemment tout à fait considérable sur la dissidence et sur les grands dissidents. Et je vous recommande par exemple une des plus grandes figures de la dissidence, Chalamov, Varlam Chalamov, l'auteur des récits sur la Kolyma, des récits de la Kolyma, qui est un des plus grands livres de la littérature concentrationnaire et un chef-d'œuvre de la littérature universelle. Mais j'ai voulu parler de Václav Havel parce que Václav Havel n'est pas nécessairement le plus grand dissident, évidemment, par rapport à Solzhenitsyn ou par rapport au Chalamov qui a passé 17 ans dans les camps aurifères de la Kolyma. Lui, il a passé 2 ans dans les camps en Tchécoslovaquie. Mais par contre, c'est celui qui a le plus approfondi, le plus réfléchi, le plus écrit sur la dissidence, ses racines, son propre engagement, dans toute une série de textes qui sont absolument remarquables. Et je l'avais découvert dans un article de Libération en 91 et qui était absolument saisissant et qui m'a conduit donc à lire à peu près l'intégralité de son œuvre et de cette réflexion donc qui est au cœur Alors ce n'est pas un philosophe, il ne se présente pas du tout comme un philosophe, à l'origine c'est un dramaturge. Vous savez qu'il a été le premier président de la République tchèque en 89, une incarnation d'une sorte de roi philosophe, hein, à bien des égards, mais un homme d'une intégrité morale et d'un respect moral, tout à fait considérable. Il est né en 1936, il est mort en 2011, et c'est une très très haute figure, si vous voulez, de la grande tradition de l'humanisme d'Europe centrale. Alors il a écrit toute une série de textes qui sont accessibles, en particulier donc les essais politiques, où il revient par un premier chapitre qui est consacré à la Charte 77, puisqu'il est un des rédacteurs de la Charte 77, donc avec ses 242 signataires, parmi lesquels donc un grand philosophe tchèque, Patočka, qui est donc conduit en prison. Et puis un autre texte magnifique dont le titre est déjà une évocation pour le sujet qui nous intéresse, c'est Le pouvoir des sans-pouvoirs.
Il intitule ce texte, donc c'est à la contestation, à la critique politique qui est au cœur de la dissidence, donc le pouvoir des sans-pouvoir. Et puis, il y a beaucoup d'autres textes qui ont été publiés, mais en particulier, quand il est en prison, il écrit toute une série de lettres, qui est une des méditations les plus profondes que j'ai jamais lues sur la responsabilité et l'expérience métaphysique qui est à l'origine de la responsabilité, dont procède son engagement politique, et ce sont donc les lettres qu'il écrit à sa femme quand il est en prison, qui est publié sous le titre donc des lettres à Olga. Alors je voudrais partir d'abord, alors on peut structurer, si vous voulez, sa pensée sur différents points centraux. D'abord, ce qu'il appelle la vie dans la vérité, qu'il oppose à la vie dans le mensonge. La révolution ou le bouleversement existentiel, enfin la transformation existentielle à laquelle il appelle les individus dans cette expérience qui est incarnée dans l'expérience de la responsabilité, mais aussi les fondements, si vous voulez, chez lui, quand il réfléchit à ce que c'est que la responsabilité et d'où vient notre responsabilité. Parce qu'après tout, mais pourquoi est-ce que nous sommes responsables et pourquoi est-ce que nous nous sentons responsables? De quoi nous sentons responsables? Et pourquoi est-ce que les dissidents se sont engagés de façon aussi périlleuse? Quelles étaient leurs raisons? Dès lors que ce n'était pas du tout un engagement politique, que ce n'étaient pas du tout des gens qui étaient des opposants politiques et qui étaient engagés dans des partis, comme pouvait être le Parti communiste, etc., dans des oppositions et des conflits politiques, pas du tout. Et il s'en explique dans, justement, Le pouvoir des sans-pouvoir, où il dit ceci. On ne devient pas dissident parce qu'un jour, on choisit cette carrière originale. On le devient parce que notre responsabilité intérieure, combinée à toute une série de circonstances extérieures, nous projette dans cette position. On est rejeté des structures existantes et placé en situation de confrontation avec elles. Au commencement, il n'y avait rien de plus ni de moins que l'intention de bien faire son travail. À la fin, il y a l'étiquette ennemi. Alors, donc ce n'est pas un choix, si vous voulez, effectivement, c'est placer dans une circonstance particulière, en un certain sens, l'impossibilité de faire autrement, dès lors, en effet, qu'il s'agit de vivre dans une certaine forme de fidélité, si vous voulez, à ses propres principes et à ses propres convictions, et qui vous conduit là où vous n'avez pas nécessairement choisi d'aller au préalable, si vous voulez, par une espèce de logique de la fidélité, logique de l'accord avec sa propre conscience et avec un sens aigu de la responsabilité. Alors il y a chez Havel d'abord une conception politique qui est une conception politique extrêmement haute, si vous voulez, avec une intensité morale extrêmement forte, si vous voulez. Il écrit, par exemple, apprenons à nous-mêmes et aux autres que la politique n'est pas seulement l'art de ce qui est possible, et cela surtout si nous avons à l'esprit l'art de la spéculation, du calcul, des intrigues, des accords secrets, des manœuvres pragmatiques, mais qu'elle est l'art de l'impossible, de nous rendre meilleurs, nous et le monde. Alors naturellement on dira c'est un idéaliste, c'est un rêveur, c'est un utopiste, mais pas du tout. Hein. Je veux dire, il a vraiment, si vous voulez, dans sa vie, dans ses engagements, même politiques, vraiment incarné cette idée que la politique est vraiment l'art de l'impossible, de nous rendre meilleurs, sans quoi elle n'a aucune raison d'être et de s'y engager. Alors, pour le dire assez brièvement, parce qu'il y a beaucoup les aspects, si vous voulez, essentiels. D'abord, une chose très intéressante, c'est l'analyse qu'il fait des systèmes post-totalitaires dans les années 70 et qui explique donc son engagement. Et il oppose donc, c'est une des grandes concepts, si vous voulez, qui est au cœur de sa réflexion, mais réflexion à partir de sa propre expérience, pas réflexion c'est une réflexion qui se constitue à partir de son propre engagement. Il fait d'abord une opposition, si vous voulez, entre la vie dans la vérité et la vie dans le mensonge. Et ça, c'est absolument structurant. Au fond, ce qu'il explique, c'est que le système post-totalitaire, alors nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle les totalitarismes de basse intensité. Qu'est-ce qui le faisait tenir? C'est ce qu'il appelle l'autogravitation du système sur lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si vous prenez chez Hannah Arendt, le système totalitaire, il est caractérisé par l'idéologie et la terreur. Là, ce n'est pas tellement la terreur. C'est plutôt la démission des citoyens qui font semblant, si vous voulez, effectivement, de croire à un mode de vie, à un idéal, enfin à une idéologie, plus exactement, à laquelle, naturellement, ils ne croient absolument pas. L'opposition qu'il fait, donc, c'est pas entre les régimes démocratiques, par exemple, et nécessairement les régimes totalitaires. L'opposition qu'il fait, c'est entre deux manières d'être, si vous voulez, deux manières de se situer dans le monde, et donc
c'est ce qu'il appelle donc la vie dans le mensonge, où on fait semblant en quelque sorte de croire à un certain nombre effectivement de valeurs, d'idéaux auxquels on ne croit pas, mais dans une espèce de démission effectivement intérieure. Et puis au contraire, donc ce qu'il appelle la vie dans la vérité, à laquelle lui-même, évidemment, s'engage et qui constitue évidemment les raisons principales de son engagement. Je prends juste, par exemple, cette petite citation lorsqu'il est question de ce qu'il appelle l'urgence du civisme comme condition nécessaire de toute politique demeure de plus constante, tandis que la politique comme telle tourne à tous les vents. Le civisme, c'est le courage, l'amour de la vérité, la conscience toujours en éveil, la liberté intérieure et la responsabilité toujours assumée pour la chose publique. Alors cette idée donc que ce qui compte en effet, ce n'est pas tant, si vous voulez, un renversement politique ni un engagement politique, mais ce refus, si vous voulez, de la vie dans la vérité, de la vie dans le mensonge. Parce que le mensonge n'est pas le contraire de la vérité, ou la vérité n'est pas le contraire de la mensonge. La vérité est toujours le sous-jacent d'une certaine manière. De même que le système totalitaire, c'est une aliénation de la vie, mais la vie est toujours sous-jacente, elle est toujours présente comme une force, si vous voulez, qui peut s'éveiller et qui peut faire que le système s'effondre. Il prend un exemple, par exemple, tout à fait particulier, donc, et tout d'un coup, le refus de mensonge, et tout d'un coup, le fait de dénoncer le mensonge comme tel, de vivre tout simplement en accord avec ses propres principes, et dans ce que la réalité est une force subversive qui n'est pas immédiatement politique, mais qui a des effets politiques saisissants. Il prend un exemple, par exemple, d'un épicier qui met sur son échoppe « Prolétaires de tous les peuples, unissez-vous ». Naturellement, il ne croit absolument pas à une seule seconde à cette idéologie, à ce slogan. Mais il fait comme si. Et en fait, ils disent que ce qui permettait au système totalitaire, en tout cas post-totalitaire, de se maintenir, ce n'était pas la terreur, c'était cette démission des individus, de chacun qui faisait semblant donc d'y croire, dans ce qu'il appelle l'autogravitation du système sur lui-même, qui ne demandait rien de plus que cela. Et en fait, le système ne demandait pas que vous soyez d'accord, il ne voulait pas non plus que vous soyez, évidemment, il ne voulait pas que vous soyez en désaccord, il ne voulait pas que vous soyez d'ailleurs d'accord non plus. Ce qu'il voulait, c'est que vous fassiez semblant, n'est-ce pas ? Que il dit donc quelqu'un qui refuserait de faire ça et qui ôterait cette banderole, ça a une signification, ça a un sens, si vous voulez, qui est absolument fondamental parce que c'est la restauration justement de la vérité, de la vie, de la spontanéité de la vie, de son imprévisibilité, etc. Tout ce qui est lié, si vous voulez, à chose qui est là, toujours présent, aliéné, mais qui peut surgir à tout instant. Et on peut comprendre d'une certaine manière pourquoi ces dissidents, bien qu'ils étaient extrêmement nombreux, constituaient évidemment une force extrêmement dangereuse pour le régime. Pas du fait de leur nombre, mais parce qu'ils incarnaient d'une certaine manière ce caractère inaliénable et cette spontanéité de la vie qui pouvait à tout moment d'une certaine manière réémerger. Par exemple, la charte 77, ça a commencé par l'interdiction d'un groupe de rock. Havel, il n'en avait rien à fiche du rock et Patochka encore moins. Mais c'était la négation de la spontanéité de la vie. Il dit ça, et c'est ça qu'il fallait défendre. Mais en défendant ça, ils incarnaient justement cette possibilité justement de tout ce qu'il y avait, si vous voulez, de subversif dans cette liberté, dans cette imprévisibilité, dans cette spontanéité de la vie que le régime aliénait. Et il suffisait que ça se réveille pour que tout le système s'effondre. Et d'une certaine manière, la Tchécoslovaquie s'est effondrée. Mais même, si vous voulez, ce sont des régimes en 89 qui se sont effondrés sans violence. Parce qu'en un certain sens, ils ne se maintenaient, si vous voulez. À la fois, il y avait la police politique, la peur, mais finalement, la grisaille de la vie, l'uniformisation, le conformisme, etc. Et puis tout d'un coup, quand ça s'est tombé, cet extraordinaire éveil de la vie, comme on a vu par exemple effectivement en Tunisie au moment de ce qu'on a appelé effectivement les printemps arabes, tout d'un coup ce surgissement de la vie, les gens parlaient, les gens discutaient, c'était la vie qui avait repris ses droits, cette vie inaliénable qui était là, qui était aliénée, mais en vérité inaliénable. Et donc ça a une signification fondamentale, si vous voulez, que les régimes d'oppression, en un certain sens, ne peuvent pas durer, parce qu'ils sont fondés sur une aliénation de l'inaliénable, et qui est toujours là, et qui peut toujours réapparaître. Les démocraties, avec tous leurs défauts qu'on peut avoir, sont des systèmes qui, quand même, historiquement se maintiennent, en tout cas jusqu'à présent, même si elles sont menacées, mais pour d'autres raisons, parce que justement, quand même, il y a la liberté d'expression, liberté de vie, spontanéité de la vie, tout ça trouve des formes politiques quand même structurées et garanties, si vous voulez. Alors que tous les systèmes d'oppression, nous savons, par l'Union soviétique, on savait que ça allait s'effondrer.
On ne savait pas quand et comment, pour quelles raisons, mais pas simplement pour des raisons politiques, pas simplement pour des raisons économiques, etc. Pourquoi ça ne marchait pas? Parce que ce sont des systèmes de contraintes, d'oppression, d'aliénation de l'inaliénable. C'est l'espèce de fond de cette liberté inaliénable. Et il suffit de se ressaisir de ça pour que tout d'un coup, effectivement, d'une certaine manière, le château de cartes, enfin ce système si contraignant, si pesant, s'effondre comme un château de cartes. Après, il y a une réflexion très intéressante chez lui, très profonde, c'est l'aspect, si vous voulez, peut-être le plus remarquable et le plus saisissant, sur pourquoi est-ce que d'une certaine manière, effectivement, donc nous devons nous engager, si vous voulez, enfin que c'est un devoir, si vous voulez, effectivement, de s'engager au service de la vérité et pas du mensonge, de la liberté plutôt que de l'aliénation, etc. Et que simplement les dissidents incarnaient ça, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de projet politique, c'était juste la revendication, par exemple, à garantir les droits, qui, effectivement, avait été garanti par les accords d'Helsinki en 1975, etc. Ils disaient, mais attendez, respectez nos droits. Etc. Nous, ils réclamaient rien de plus que ça. Mais c'était une subversion, si vous voulez. Et très intéressant, ils ne s'intéressaient pas du tout à la question de l'utilité. C'est-à-dire que la question de l'efficacité de leur engagement est une question qui ne se posait absolument jamais. Ce n'était pas la question de l'utilité. Et je dis, parce qu'on se dit, mais attends, est-ce que c'est utile, etc. Ça sert à quoi? Il n'y a pas de calcul de cet ordre-là. Ce qui comptait, c'était le sens de ce qu'ils faisaient. Et le sens qu'ils donnaient à ce qu'ils faisaient, et pas... Alors, question du sens. Et ça nous met sur la voie de quelque chose de tout à fait fondamental. Parce que ce n'était pas l'utilité, c'était la question du sens. Or, ce qui est au cœur de la réflexion de Václav Havel, et ce qui est au cœur de sa conception de la responsabilité, et ce qui est très étonnant chez quelqu'un qui n'était pas un philosophe, qui n'était pas un théologien, qui n'était même pas un homme croyant, c'est la façon dont il pense ce sens. Or, il ramène ce sens à ce qu'il appelle le mystère de l'être. C'est-à-dire à une expérience personnelle, c'est une expérience vraiment personnelle de la transcendance, que les choses ont un sens, qu'il y a un besoin de sens. Même, c'est un dramaturge de l'absurde. Il dit, mais l'absurde, c'est la quête d'un sens qui fait défaut. Et lui, à titre existentiel, dans sa propre vie, dans cette situation qui était celle des hommes opprimés, aliénés, etc., il prend conscience, en effet, que son engagement fait sens et qu'il répond d'une certaine manière à une forme de transcendance, si vous voulez. C'est que sa responsabilité, ce n'est pas une responsabilité ni à l'égard de ses intérêts propres, ni à l'égard de sa famille, ni même d'une certaine manière une responsabilité à l'égard des autres. Plus, évidemment, plus une responsabilité qu'à l'égard de lui-même. Mais la vraie racine de son enracinement, c'est ce qu'il appelle, donc, cette idée de l'énigme de l'être. Il y a de l'être. Et il l'écrit avec une majuscule, sous la forme, effectivement, d'une transcendance, quelque chose qui nous dépasse et quelque chose qui nous mesure, dont il fait l'expérience. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que nous sommes responsables? Pourquoi est-ce que nous avons un sentiment de responsabilité pour les autres, pour le monde, etc., que notre présence au monde engage notre responsabilité? D'une façon irrécusable, absolument irrécusable, qu'on ne peut pas fuir, en tout cas, dont lui fait l'expérience. Il dit, moi, je ne suis pas un philosophe, je parle simplement de ce que j'ai vécu. Il est en prison, il écrit à sa femme, il essaie d'expliquer ça. Alors, et c'est vraiment le fondement, si vous voulez, ontologique et métaphysique, on peut vraiment dire de ça, de son engagement. Alors, je vais juste vous lire quelques petits passages de ce qu'il dit sur... Alors, il ne donne pas, évidemment, de définition précise à ce qu'il appelle l'être. Il parle du mystère de l'être, que l'être est une énigme, de l'être énigmatique, mais une évidence qui s'enracine dans l'expérience irrécusable qu'il y a du sens, et non pas rien. Que l'expérience de l'être nous donne à comprendre, dans une saisie intérieure, existentielle, l'unicité de toute chose dans l'être en général. Il trouve ses racines donc, de cette expérience dans une expérience du monde qui induit donc l'orientation de sa vie tout entière. Elle est, dit-il, donc un état d'âme et de cœur, une clé pour la vie et l'orientation de la vie, une forme d'existence. Et c'est une expérience, on ne peut pas dire que ce soit une expérience morale, parce que c'est plutôt une expérience métaphysique ou une expérience spirituelle, si vous voulez, qui est à la fois irrécusable et indicible. L'être est donc le fond du sens, l'horizon absolu de ce qu'il appelle également le monde de la vie, une expérience qu'il ne craint pas d'ailleurs d'appeler la foi, faisant de l'homme un croyant,
en la transcendance, même s'il n'identifie pas, par exemple, l'être à Dieu. Il n'est pas croyant, il est encore moins chrétien, il n'identifie pas l'être à Dieu, et moins encore au Dieu chrétien. Mais il dit, mais c'est le fond dans lequel s'enracine la responsabilité et toute éthique véritable. Une vie, dit-il, supportable ne peut être assurée que par une humanité qui s'oriente vers l'au-delà du monde, une humanité qui, dans tous les ici et maintenant, se rattache à l'infini, à l'absolu et à l'éternité. Alors, seul l'homme, dit-il, qui cherche fondamentalement le sens, qui en a besoin et pour qui le sens est une dimension intégrante de sa propre existence, peut ressentir l'absence comme quelque chose de douloureux et le percevoir tout court. Donc il y a vraiment une expérience existentielle, métaphysique de ce sens. Alors, il dit que c'est en lisant Lévinas qu'il a découvert cette expérience d'une espèce de sollicitation, si vous voulez, d'une transcendance qui le convoque, qui l'oblige, qui l'implique, et dont il fait lui-même l'expérience, et qui est à la source, en effet, de son sens de la responsabilité et de son engagement. De telle sorte que son engagement poétique a une dimension évidemment proprement éthique, puisque c'est un engagement en faveur de l'autre, en faveur du bien, en faveur d'un monde meilleur et en faveur d'une société évidemment respectueuse des droits humains fondamentaux. Donc ça, c'est un engagement éthique, mais cet engagement éthique est lui-même enraciné dans, alors je ne sais pas si c'est un fondement, mais dans une expérience intérieure métaphysique, voilà, de ce qu'il appelle l'être, le mystère de l'être. Et il ajoute que non seulement c'est le mystère de l'être, mais c'est la mémoire de l'être. C'est-à-dire qu'il dit que tout ce que nous faisons, l'expérience, si vous voulez, qu'il a lui-même intérieure, que tout ce que nous faisons, non seulement a un sens, mais sera jugé. Et cette question du jugement est une question intéressante, hein, parce que vous pouvez dire, enfin bon, ça nous enverrait sur d'autres, mais il y a l'idée, si vous voulez, du jugement. C'est-à-dire que non seulement il y a le mystère de l'être, du sens, si vous voulez, qui nous convoque, et le mémoire de l'être qui fait que le jugement. On peut dire, par exemple, que personne n'échappera au jugement. Alors, il n'explique pas trop sur le jugement, mais nous ne pouvons pas échapper, si vous voulez, à ce jugement de nos actes. On pourra revenir sur ça. Mais je voudrais finir, parce que comme il a été question du livre, effectivement, sur lequel j'ai travaillé, j'ai trouvé, si vous voulez, je peux dire c'est très théorique, c'est très abstrait, mais lui il dit non, pas du tout, c'est pas du tout théorique, c'est une expérience existentielle absolument profonde, que si vous voulez, le moi n'est pas premier, qu'il est mesuré par quelque chose qui le dépasse, qu'il n'est pas premier, qu'il est mesuré par quelque chose qui le dépasse, dont il fait l'expérience et qui engage justement, si vous voulez, son action et son sens de la responsabilité. Il ne dit pas du tout que tout le monde doit faire cette expérience, il dit simplement, moi c'est ma propre expérience et il la livre comme ça. Mais juste pour finir, parce que comme il a été question donc, de ce livre sur le bien, donc, que j'ai intitulé en effet d'une formule de Hugo, ce bien qui fait mal à l'âme, qui comprend, et vous comprenez, parce que justement là on comprend d'une certaine manière, si vous voulez, phénoménologiquement cette formule, qui est en partie tirée de Hugo, c'est-à-dire en sens que cette expérience, si vous voulez, de ce qu'il appelle l'être, de ce qu'il est une expérience vécue qui l'engage, qui l'implique, qui d'une certaine manière le blesse, l'affecte, etc., lui fait mal en un certain sens. Chez Hugo, il y a quelque chose de tout à fait saisissant comme ça, quelque chose de tout à fait extraordinaire comme ça. C'est très exactement l'expérience que fait donc Jean Valjean lorsque il est, après le vol des cuillères et des chandeliers, il est ramené. C'est extraordinaire. Mais ça commence avant. Cette manifestation du bien, tout d'un coup, si vous voulez, quelque chose qu'il va rencontrer, qu'il n'avait jamais vu. Jean Valjean, vous savez, il était condamné au bagne parce que un vol d'un quignon de pain pendant des années, il fait 17 ans et c'est un homme qui n'est plus que férocité et que haine quand il revient donc dans la société des hommes parce qu'il n'a connu que l'injustice, que la souffrance, et là pour le coup, il est vraiment nourri par la haine au sens, c'est vraiment effectivement la réponse du faible, de l'homme vulnérable et fragile à l'injustice des hommes. Il n'est que haine et que férocité. Et c'est exactement ce que disait Philippe, c'est vraiment ça. Et donc, et vous savez, donc il quitte le bagne, et puis il arrive donc à Digne, et puis il a un peu d'argent, enfin les quelques sous qu'il a gagnés effectivement pendant 17 ans au bagne, donc il va dans un hôtel, une auberge, et puis il est accueilli. Et donc le dieu, oui, très bien, pas de problème. Puis on découvre en réalité que c'est un forçat, donc, enfin un ancien forçat, et donc il est chassé. Et puis il va d'hôtel en hôtel, d'auberge en auberge, et une personne ne l'accueille, il finit dans une niche de chien, et il est chassé par les chiens. Bon. Et alors on lui dit, mais est-ce que vous avez frappé à cette porte ? Donc c'est la porte de l'évêque de Digne. Alors il arrive, c'est magnifique. Il arrive face à l'évêque
Alors, l'évêque, c'est le premier tout, le début du roman, c'est la présentation de l'évêque de Digne, cette figure évangélique, magnifique et tout ça, donc on sait qui c'est. Il arrive et donc il est là, en colère, là encore, la colère, la haine, etc. Il dit, je suis Jean Valjean, je suis un ancien forçat, j'ai été chassé, etc. Est-ce que vous voulez m'accueillir? Et alors, Hugo, enfin, il en rajoute dans cette colère, dans cette haine. Et la réponse magnifique c'est franchement... Et alors l'évêque dit à sa sœur, donc, Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus à table. Et alors l'autre est complètement saisi, quoi, parce qu'il n'a jamais vu ça, quoi. Jamais personne ne lui a témoigné la moindre bonté, la moindre... Et il continue, mais vous n'avez pas compris, je suis un forçat, etc., je suis chassé, personne ne veut de moi, est-ce que vous voulez m'accueillir, etc. Et il y a cette phrase sublime, j'aurais pu donner le titre du livre à cette réponse, cette réplique de l'évêque. Et alors, donc, l'évêque se tourne vers sa sœur et dit, Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. C'est juste sublime. Bon. Et donc là, mais comme c'est un homme qui n'est encore que haine et que férocité, le nouveau moi, enfin, pas c'est le nouveau moi, mais le nouvel être qui va émerger n'est pas encore là, et donc il va voler les chandeliers, enfin voler les cuillères et les chandeliers. Il est arrêté. Et il arrive, ramené par les gendarmes, etc. Et l'évêque lui dit, mais mon ami, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris les chandeliers? Et alors là, il fait une expérience métaphysique, si vous voulez, métaphysique de la manifestation du bien, et la transfiguration de Jean Valjean commence à partir de ce moment-là, parce que il fait... Et c'est à ce moment-là que Hugo dit, l'évêque lui avait fait mal à l'âme. Formule magnifique. C'est-à-dire qu'il fait une expérience du bien radical qui va le mesurer. À quoi il va se mesurer jusqu'à la fin de ses jours? Et quand il va mourir, les chandeliers sont encore sur le chambranle de la pièce où il est en train d'agoniser. Et donc, alors, ça veut dire, si vous voulez, donc, chez Hugo, c'est moins métaphysique, si vous voulez, au premier abord que chez Havel. Mais c'est tout d'un coup, effectivement, être mesuré par une transcendance qui s'adresse à vous, qui vous oblige. Et là, c'est dans l'expérience du bien chez Havel, mais il est aussi question du bien chez Havel, il appelle bien ou l'être, etc., qui vous oblige, qui vous engage, qui vous sollicite, qui vous oblige. Et vous devez être juste à la hauteur, sachant que vous n'êtes jamais à la hauteur, d'une certaine manière, justement, de ce qui s'est adressé à vous et de ce qui vous a obligé. C'est pour ça que je pense qu'en réalité, Lévinas a eu une influence. Il parle de Lévinas, mais chez Lévinas, c'est pas l'expérience de l'être, c'est plutôt l'expérience de l'autre, en tant que justement, il vous sollicite dans une espèce d'obligation à la hauteur de laquelle on est en quelque sorte jamais. Je pense qu'on comprend mieux. Alors, parce que comment est-ce qu'on peut comprendre personnellement, si vous voulez, effectivement, ce dont Havel parle, et cette structure, si vous voulez, métaphysique et même théologique, même s'il n'est pas croyant. C'est quand même une transcendance, si vous voulez, qui existe, qui est une réalité, qui vous engage, qui vous oblige. Vous devez être à la hauteur de ça. Et c'est ça le fondement existentiel, si vous voulez, pas théorique, mais vraiment existentiel de son sens de la responsabilité. Et alors, l'incarnation de ça, je pense que justement, l'expérience de Jean Valjean, c'est une incarnation de ce bien, si vous voulez, ou de cet être qui se manifeste dans son caractère d'obligation implacable. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est ça qui est magnifique, c'est que le bien, comme me dit un de mes amis, le bien ne fait pas de quartier. Le bien est impitoyable. D'une certaine manière, l'être chez Havel, c'est aussi une obligation impitoyable. C'est pas qu'il est méchant, si vous voulez, mais que vous ne pouvez pas, si vous voulez, effectivement, quiconque a fait cette expérience éprouve ce sentiment de responsabilité, fait l'expérience, est mesuré à quelque chose qui ne vient pas de soi et qui oblige l'individu à être à la hauteur de cette expérience transcendante. Et c'est magnifique, si vous voulez, et c'est très inattendu chez cet homme qui n'est pas à proprement parler un croyant, mais qui part de sa propre expérience, en effet, d'un homme engagé voilà, enfin, qui a eu des engagements, etc., mais à partir de sa propre expérience, qui réfléchit. Et alors, les lettres à Olga sont admirables pour ça. C'est absolument, c'est une méditation sur la responsabilité, sur le sens et sur le fondement métaphysique et transcendant de cette responsabilité, qui est tellement en écart, si vous voulez, qui n'est pas du tout relativiste, qui est vraiment métaphysique, presque, si vous voulez, théologique. Et donc, je vous invite vraiment à lire Le pouvoir des sans-pouvoirs, parce que déjà, le titre est magnifique, c'est un très... Et ça, si vous voulez, ça mérite... Il y a des choses qui méritent qu'on les défende. On ne sait pas, au fond, pourquoi. Vous ne pouvez pas vraiment justifier. Ce n'est pas le calcul, ce n'est pas l'intérêt, ce n'est pas l'efficacité. C'est juste qu'il faut le faire. Et juste pour finir, la dernière incarnation de cet engagement éthique quasiment sacrificiel, au nom d'une responsabilité non calculatrice
mais assez sacrificiel, c'est Snowden. Parce que quand vous lisez les raisons de Snowden qu'il donne, c'est ce sens d'une responsabilité et simplement le souci de la vérité, de dire et de faire savoir ce qu'il en est. Le refus de la vie dans le mensonge, ou en tout cas dans l'hypocrisie, et ce désir de dire la vérité, parce que cela s'impose comme une exigence irrécusable à laquelle nous devons tous effectivement répondre. Et l'angoisse de Snowden, c'était pas du tout que... c'était juste que les gens s'en fichent. Et de fait, les gens s'en fichent plutôt. Et c'est ce qu'il y a de plus désespérant. Ce n'est pas en réalité que la vie dans la vérité ne soit pas accueillie, c'est juste qu'elle ne soit pas accueillie ou contestée, c'est juste en réalité qu'elle fasse l'objet d'une parfaite indifférence. Et ça, évidemment, c'était ce contre quoi Snowden, aussi bien que Havel luttait, parce que c'est une telle exigence, évidemment, que ça ne peut être accueilli qu'avec une certaine forme de perplexité, voire en réalité d'indifférence. Vous êtes bien gentil, laissez-nous à nos affaires.